The return of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. It's video. We're playing video. Here we go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est de retour après 2 semaines de vacances, mais on a bien suivi la NBA, on va vous en parler pendant 1 heure ensemble. Très gros programme, James Harden a changé d'équipe, Nicolas Batum également, Wemby s'est envolé, et puis on va également accueillir un homme qui a fait partie un petit peu de l'histoire de la NBA en France. On va d'abord accueillir surtout Paul, qui est toujours fidèle au poste. Soyeux, propre. Eh ben merci bien, toujours là, présent, ravi de parler NBA après ces quelques jours de congé. Comment vont les Lakers, c'est toujours le petit point de passage. Pas très fringant à l'extérieur pour l'instant, bon il n'y a que 8-9 joueurs, mais bon, on va attendre. Bon, et Anthony Davis blessé déjà quand même. Hein. C'est rare. C'est un peu rare pour lui, effectivement. On ne parlera pas des Lakers aujourd'hui, mais on fera forcément un petit passage du côté de Los Angeles. Un homme vêtu de rouge, Chicago Bulls. On représente. Comeback, comment vas-tu ? Ça va. J'aurais espéré qu'ils soient un peu plus hauts en termes de bilan, mais bon, voilà. Ça commence, hein. La NBA, la saison vient de se lancer, ils ont 82 matchs, un peu moins maintenant pour arriver à atteindre leur objectif, effectivement. Je le disais, on a un homme qui a œuvré dans les médias et il a surtout travaillé avec Canal+, Sport+, et NBA+, et qui a donc commenté pas mal de matchs NBA il y a quelques années maintenant. On va se replonger bien sûr dans cette époque, mais on va surtout t'accueillir. Bonjour Sébastien Audou. Salut à tous. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous. Bah merci d'être là, on sait aussi que tu parles beaucoup de golf, hein. Tu as aussi commenté pas mal de golf, tout à fait, ouais. Effectivement, on n'en parlera peut-être pas, mais voilà, l'environnement un petit peu basket et environnement US, ça te connaît. Sans transition, on va se lancer, on a une petite fausse ouverture comme on le fait habituellement. On va parler de quoi ? On va parler des Warriors. Non, de In-Season Tournament, voilà, ouais. Pardon. Le nouveau format de la NBA, puisque la NBA aime toujours un petit peu apporter des produits et des contenus un petit peu additionnels pour faire évoluer un petit peu le basket, et est sorti du chapeau de l'idée d'Adam Silver, le commissionnaire, un In-Season Tournament, donc une saison dans la saison, un tournoi un petit peu à la manière de ce qu'on peut voir nous en Europe, que quand on parle de Coupe d'Europe. Là, on est aux États-Unis. On va essayer d'expliquer un petit peu le format avec toi, Paul, et puis on va essayer de se dire si c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder au moins. En gros, c'est un peu une semaine des As à l'américaine, hein, on va dire. Hein, oui, le modèle français, même si eux disent beaucoup, c'est comme le European Soccer, c'est comme la Champions League, ils le présentent comme ça. Alors, en gros, c'est un tournoi qui se déroule du 8 novembre au 9 décembre, qui réunit les 30 équipes qui sont réparties en 6 groupes de 5, donc 3 par conférence. Ils s'affrontent 2 fois chacune, à le domicile et à l'extérieur. Et après, les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale, et les 2 meilleurs deuxièmes, donc le meilleur deuxième de la conférence Ouest, le meilleur deuxième de la conférence Est. Okay. Et donc après, c'est quart de finale, demi et finale, et là, c'est sur un match. Donc tous ces matchs comptent aussi pour la saison régulière, sauf la finale. Donc en fait, les 2 finalistes vont disputer 83 matchs. Ce sera les 2 seules équipes de la saison à avoir disputé un match de plus que les autres. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on gagne ? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne un joli trophée. Ok. De l'argent aussi un peu, non ? Et surtout, un demi-million de dollars par joueur quand même. 500 000 $ de prize money par joueur de chaque équipe, de l'équipe gagnante, pardon. Donc un petit pactole assez intéressant. Oui, bon, après quand on est un joueur NBA, alors ça dépend. Les contrats sont pas tous les mêmes, mais bon, on va pas cracher comme dans la soupe, hein, on va le prendre. La finale à Las Vegas, on a entendu l'explication. Le 9 décembre, et aussi ils jouent sur des terrains qui sont faits spécialement. On va en parler de ces fameux terrains. Moi, je me tourne vers Sébastien Audou. Donc, nouveau produit, basket NBA. On essaye justement de faire en sorte que la compétitivité d'une saison régulière soit un petit peu plus développée. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette formule et du produit In-Season Tournament ? C'est vrai que le problème de la saison régulière NBA, c'est qu'il y a des temps forts. Il y a la Opening Week, ça intéresse tout le monde. Il y a les matchs de Noël, ça intéresse tout le monde. Éventuellement, le Martin Luther King Day, ça intéresse tout le monde. Et puis, le dernier mois de la saison, pour les places en play-off, qui tank pas. Et puis entre tout ça, il y a quand même des moments où c'est difficile de se passionner pour des matchs. On perd 3 matchs de suite en NBA, ok, mais il y en a 82, donc c'est pas non plus dramatique. Ça crée artificiellement un petit événement à un moment où il n'y en a pas.
Le tout, c'est là où c'est malin sans finalement augmenter le nombre de matchs. Bon, honnêtement, c'est du pur marketing. Je trouve qu'effectivement, ce qui a gagné, c'est un peu pathétique quand même, parce que faire gagner plus d'argent à des joueurs qui ont des contrats, alors effectivement, ils n'ont pas tous des contrats mirobolants, mais enfin en NBA, ils sont quand même plutôt bien lotis par rapport aux autres sports américains. D'autant que les contrats sont garantis en NBA, ce qui est quand même un facteur important. Donc effectivement, là, je pense qu'ils auraient pu essayer de trouver quelque chose, une mécanique. Par exemple, la mécanique du play-in, elle est absolument extraordinaire. Enfin, franchement, elle fonctionne, magique d'avoir inventé ça. Là, il n'y a pas cette mécanique-là qui va venir un peu sublimer le tournoi. Mais bon, c'est des matchs de saison régulière rebrandés. Ça ne peut pas nous donner moins envie de les regarder, à part effectivement peut-être les parquets. Peut-être qu'après, quand les équipes, je te coupe, mais seront qualifiées pour la phase finale et qu'on s'affronte sur un match sec, peut-être que là, on va retrouver justement un niveau de compétitivité. Il faut l'espérer. Encore une fois, de toute façon, ça remplace un match de saison régulière qui, de toute façon, aurait été moins bien. Donc c'est quand même un upgrade. Et il faut saluer quand même le fait que la NBA est toujours en recherche d'optimisation. Bon, c'est l'avantage, c'est une ligue privée, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de comité à faire avec d'autres ligues, machin, pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Mais on voit que voilà, ils adressent les problèmes rapidement, ils voient qu'il y a une petite faiblesse en saison régulière, ils essaient de trouver quelque chose. Là où, dans les grandes instances internationales, parfois, ça aurait pu prendre 10 ans pour arriver à la même solution. Ouais. Un mot sur la formule rapidement avec toi, Rudy. J'ai écouté Paul attentivement. C'est pas toujours accessible de comprendre comment ça marche. Est-ce que tu penses que la formule est bonne ou est-ce qu'elle va évoluer avec le temps ? C'est une formule à tester. Comme le play-in, au début, il y avait beaucoup de personnes réfractaires. Aujourd'hui, on est plutôt tous, enfin une majorité satisfaits. Ouais. Donc il faut voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est sur une période début de saison où il y a rarement un intérêt à part de voir comment les équipes évoluent et se mettent en place. Donc là, ça apporte quelque chose en plus. Ouais. Mais c'est vrai que la finalité, pour gagner une médaille, un peu d'argent, alors qu'ils en ont déjà beaucoup. Ouais. Oui, voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait apporter un intérêt supplémentaire, une place quelque part, un bonus quelconque sur la saison. Je ne sais pas, mais oui, après, ça reste à voir, quoi. Bon, les produits NBA, vous avez vu, on vous a montré quelques maillots et aussi quelques parquets. La NBA aussi essaie d'innover quand il s'agit de produits pour marketer justement un petit peu ce in-season tournament. On n'ira pas sur le choix des couleurs. Ça fait beaucoup, ça fait mal aux yeux. Ça pique un peu. La plupart, Après, on peut rappeler que les matchs justement du in-season tournament, c'est le mardi et le vendredi justement de chaque semaine. Justement pendant la période jusqu'au 9 décembre, tout à fait. On reste sur la NBA et on va du côté de la conférence Ouest. Les Warriors vont mieux. Ils ont changé un petit peu leur effectif. On vous en a parlé en pré-saison lors de nos previews. 2 joueurs sont arrivés. 2 joueurs dominent déjà. Dario Saric, le Croate, et Chris Paul, CP3, le meneur, qui débute maintenant sur le banc. C'est une nouveauté pour lui. On a été voir Melvin du côté de San Francisco pour qu'il puisse nous parler de ces 2 recrues et de savoir quelle était celle qui avait le plus d'impact sur cette équipe. On écoute Melvin, on en discute ensemble. Pardon. Alors Sylvain, j'apprécie que tu nous poses cette question, mais soyons clairs, la réponse ne peut pas être plus évidente. Chris Paul est de loin la meilleure recrue et celle qui a le plus d'impact sur le jeu et sur le bilan des Warriors depuis le début de saison. Malgré tout, et je vous laisserai en parler sur le plateau, Dario Saric a été excellent offensivement depuis le début de saison et son association avec Chris Paul y est pour beaucoup. Mais revenons sur Chris Paul. Lors de ma preview des Warriors, j'avais souligné 2 points faibles que Chris Paul allait changer. Le premier, c'est qu'il allait aider les Warriors quand Steph se repose, et le deuxième, c'est qu'il allait les aider à perdre moins de ballons. Si on regarde les stats, en 8 matchs joués cette saison, les Warriors sont à plus 24 quand Steph Curry est sur le banc, alors que depuis 2015, ils sont toujours soit dans le négatif, soit aux alentours des 0 quand Curry se repose. Le deuxième point, depuis leur premier titre en 2015, les Warriors font toujours partie des équipes qui ont le plus haut pourcentage de ballons perdus de la ligue. En moyenne, ils perdent à peu près 15% de ballons perdus, c'est-à-dire que 15% de leur possession se termine sur une balle perdue. L'année dernière, ils étaient avant-derniers avec plus de 16%. Cette saison, ils sont passés à la 15e place, donc un jump assez impressionnant. Et quand Paul est sur le terrain, ils sont premiers de la ligue.
Donc c'est vraiment du jamais vu pour les Warriors. Et en 8 matchs, Chris Paul en est à 62 passes décisives pour seulement 6 ballons perdus, ce qui est complètement dingue. Et il n'a pas perdu de ballon perdu depuis les 4 derniers matchs. Donc cet apport de Chris Paul permet non seulement au deuxième 5 de Golden State d'être performant et d'être un des meilleurs second unit de la ligue, mais il permet aussi à Steve Kerr d'insérer Chris Paul en fin de match pour jouer avec les titulaires, pour pouvoir organiser ces fins de match. On l'a vu face à Sacramento, on l'a vu très récemment face à Détroit cette semaine, et contrairement à la saison dernière, les Warriors ont retrouvé cette capacité à gagner les matchs serrés, en particulier à l'extérieur, où ils sont sur 5 victoires lors de leurs 6 premiers matchs. Melvin, du côté de San Francisco, que l'on remercie. Sébastien, Chris Paul, meneur un petit peu à l'ancienne, comme pouvait l'être un John Stockton par exemple, qui donne beaucoup le ballon et qui en perd très très peu, un joueur aussi qui défend plutôt bien quand même sur l'homme, expérimenté, âgé on va dire. Certains avaient des doutes justement sur cette complémentarité avec Steph Curry et cette dimension un peu Warriors à jouer run and gun. Comment tu trouves l'adaptation de Chris Paul aujourd'hui ? Ce qui est intéressant en fait, c'est que Chris Paul, effectivement, quand on a annoncé son trade, on se dit il va pas du tout dans le jeu des Warriors. Mais en fait, c'est sa plus grande force. En fait, c'est qu'il apporte quelque chose de complètement différent à cette équipe des Warriors. Et c'est une critique qui revient depuis des années chez les Warriors, notamment chez les journalistes. Il y en a un qui est obsessionnel là-dessus, c'est Jim Park, qui revient sans arrêt toute la journée sur Twitter sur le fait que les Warriors ne savent pas changer leur système de base pour notamment laisser Curry avoir plus le ballon dans les fins de match serrés. Là, au moins, avec Chris Paul, ils ont un joueur, un vétéran qui a tout vu, tout vécu, qui peut gérer de manière très différente le jeu que le système de base des Warriors, ce qui est, je pense, vraiment un apport hyper important, notamment lorsqu'on va aller en play-off. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Enfin, on parle de Saric, mais je trouve que les rookies qu'ils ont, sont plutôt intéressants. On va voir comment ils progressent. Kuminga a un peu de temps de jeu régulier, parce qu'on le voyait faire des bonnes perfs, puis après il disparaissait. Il n'y a plus Jordan Poole. Tout ça me semble plus homogène, intéressant que ce qu'on a vu l'an dernier. Bon, c'est vrai que ça avait commencé sur les chapeaux de roue avec cette affaire Green Poole qui avait un peu miné la saison. Les Warriors l'ont avoué bien volontiers depuis. La saison est longue, mais on trouve des Warriors qui, je pense que personne n'aura envie de se retrouver au premier tour contre les Warriors, ni même au deuxième tour sans doute. Et c'est ça qu'ils veulent, c'est faire peur. Parce que c'est cet esprit de dynastie qui leur donne quelques points extra dans tous les matchs qu'ils vont jouer. Oui, puis quelque chose en plus, justement. Tu parlais de Green et Poole. Draymond Green a une déclaration justement sur la saison dernière en disant que cette année, ils reviennent avec un peu plus d'envie cette dynastie un petit peu peut peut-être être de nouveau en place. Est-ce que tu penses, toi, de la déclaration? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et il faut aussi souligner que Saric et Chris Paul se connaissent depuis Phoenix. Donc, ils ont quand même quelques automatismes qui peuvent servir. Alors, Saric, il a aussi eu des déclarations. Lui, il est ébahi de voir le ballon autant tourner, quoi. Il a jamais vu ça dans une équipe NBA. Donc, là, il se régale. C'était peut-être pas la même chose, effectivement. Non, c'était un peu plus compliqué hier soir pour lui, mais globalement, c'est une très bonne recrue. Effectivement, les Warriors font peur. De nouveau peur, les Warriors à suivre et à coup sûr très hype. On ouvre la première chronique de notre émission. On va parler des Français de NBA. Wemba Mania est dans hype, on va suivre Victor de toute façon très très régulièrement, les performances commencent à exister pour Victor, voir son évolution aussi nous intéresse. On va s'arrêter sur Victor effectivement, mais également Nicolas Batum, on le disait en intro, qui a changé de franchise, transféré de Los Angeles à Philadelphie, et puis aussi un petit round-up autour de Rudy Gobert et Bilal Coulibaly qui fonctionne bien, nos Français en NBA fonctionnent plutôt bien, on est chanceux. On commence par Wemby, ça vous va? Allez, on commence par Wemby. Pendant notre absence, Wemby a démarré sa carrière NBA et a plutôt bien démarré puisque sur le plan individuel, on le voit faire des choses, on le voit être régulier, on le voit mettre des tirs extérieurs, on le voit prendre des responsabilités, défendre également. Donc ça, c'est plutôt une chose que nous, on avait l'habitude de voir, mais comment il allait transiter en NBA ? Il a l'air de bien s'acclimater. Et puis un match à 38 points quand même, contre son idole Kevin Durant. Donc dans un deuxième match, parce qu'un premier match les opposait,
un autre match a ensuite opposé les deux joueurs. Et voilà les stats qui s'affichent, 34 minutes, 38 points, 10 rebonds et 2 contres. On s'arrête sur cette performance, on essaie de se remettre un petit peu le contexte en mémoire. Est-ce qu'on peut penser que ce match est fondateur pour lancer la carrière de Victor ? Oui et non, c'est le premier qui arrive là tôt. Je pense qu'il y aura plein d'autres matchs avec d'autres perfs sans doute hallucinantes, avec peut-être plus de contres, moins de rebonds, plus de 3 points, enfin que sais-je. Oui, là ça impressionne tout le monde parce que il y avait tellement d'attentes. Premier match, il est un peu gêné par les fautes. Après, on commence à voir des actions qu'on n'a jamais vues. Donc là, on se dit ouais, quand même si c'est pas stratosphérique forcément en termes de stats, il y a des actions qu'on n'a jamais vues. Puis le match arrive où il y a les actions qu'on n'a jamais vues, les stats, je prends tout seul les responsabilités en quatrième quart-temps, et il y a la victoire au bout contre une des équipes qui est prétendante au titre, quand bien même il y a des absents, etc. Face à Kevin Durant. Donc effectivement, là, aux États-Unis, tous les sceptiques, ils se sont cachés là pour dire non, finalement, il est pas si mal. Charles Barkley, non peut-être Barkley, c'était un peu ridicule parce qu'il parlait de lui. Oui, à 19 ans, personne ne brille en NBA. Enfin, les joueurs qui arrivaient en NBA, soit ils viennent de fac 1 an, rien à voir, soit ils viennent du lycée. Quand ils comparent des joueurs qui arrivaient directement du lycée, rien à voir avec la Betclic Elite, pardon, mais il faut quand même dire que le niveau de la Betclic Elite, c'est pas le niveau de la NCAA. Donc c'était complètement hors de propos, et ça montre une méconnaissance du basket européen de dire ça. Mais donc voilà, oui, fondateur, je m'emballe pas non plus, ni dans les hauts, ni dans les bas. Ce que je remarque, c'est qu'il fait des choses qu'on n'a jamais vues, il n'a aucun problème à s'adapter. Moi, j'avais aucun doute sur le fait qu'il n'allait pas avoir de problème, ni sur le physique, ni sur le rythme des matchs, ni sur... Voilà. L'équipe de San Antonio n'est pas brillante, mais lui l'est clairement. Après, la saison va être longue, mais... Wemby, on continue d'en parler, son adaptation et ses premières sorties. Messieurs, je vais vous entendre là-dessus, mais avant, on peut déjà noter que Wemby est dans l'histoire. Donc Victor Wembanyama rentre dans l'histoire puisqu'il est déjà 4e au scoring des Français en NBA. Le premier est Anthony Parker avec 55 points en 2008, Evan Fournier pour 41, Rodrigue Beaubois, qui était avec Dallas à l'époque, 40 points en 2010, et donc Victor, 38 points donc en 2023. Et il est dans une classe qui le met avec Michael Jordan, LeBron James et Kobe Bryant pour avoir dépassé 35 points au bout, lui, de 5 matchs. Jordan l'avait fait au bout de 3. LeBron James au bout de 25 et Kobe au bout de 197 matchs. Voilà. Il a fallu 5 matchs à Victor pour dépasser les 35 points. Rudy, ton avis général sur les premières sorties de Victor ? Il y avait énormément d'attentes autour de lui. Hein. Ce qui est bien... Est-ce que c'est pas ça justement qui rend encore le truc encore plus magique, parce qu'il était attendu partout et il répond présent à chaque fois qu'il sort? Là, en tout cas, jusqu'à maintenant, il répond en termes de technique, physique, justement les légers doutes qu'on pouvait avoir au début. On a énormément d'attentes, on connaît ses qualités, mais les légers doutes qu'on pouvait avoir justement sur l'impact physique qu'il a en NBA, qui n'est pas le même malgré tout en Betclic Elite. Ouais. On s'était dit en plus si on pensait qu'il allait se faire cibler, ce qui n'est pas vraiment le cas, en tout cas pas sur tout un match. Je pense que les équipes encore cherchent comment justement le contrarier, parce qu'un joueur de 2,24 m, c'est nouveau. Justement, on est en train de dire est-ce que c'est une révolution, même chez Holmgren. Holmgren, pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Voilà, là on est sur deux phénomènes, grande taille, longiligne, très grosse technique. Au poste, à 3 points, etc. Donc oui, voilà, il répond aux attentes. Moi, ce qui me satisfait Wemby, c'est qu'il montre toute la panoplie basket qui nous a montré pendant toute la saison NBA, Betclic la saison dernière. Ouais. Donc il montre aux Américains, voilà, toutes les attentes qu'ils ont en lui. Par contre, je reste quand même très sceptique sur le côté enchaînement des matchs. Moi, je trouve que justement, quand on voit... on va en parler après, parce que là, c'est un peu moins bien, effectivement. Voilà, de l'année dernière, où il finit quand même la première mi-temps à 0 sur 7, 0 sur 4 à 3 points, 1 contre, 2 rebonds. C'est très léger. Acclimatation quand même, du rythme. Voilà, donc je pense que ça aussi, le back-to-back aussi contre les Pacers, ça a été un match assez compliqué aussi pour lui. Donc là, c'est là où on va voir s'il est dans les prochains matchs, si vraiment il est dans le dur ou pas, s'il arrive à s'adapter correctement ou pas à la NBA.
Il est à l'image de son équipe. Si on fait un saut dans le temps, effectivement, si vous suivez la NBA, vous savez qu'à Indiana, ça s'est pas du tout bien passé, qu'à New York, ça s'est pas du tout bien passé et que l'équipe a pas bien tourné. La question de l'utilisation aussi de Wemby, quand on a un joueur comme ça de 2m24 qui joue comme quelqu'un qu'on n'a jamais vu, il faut pouvoir jouer avec lui, il faut pouvoir l'entourer. Pour l'instant, David Vassell, Jeremy Sohan, Jones essayent de faire le boulot, mais on sent qu'on a encore du mal à le trouver. Le match où il met 38, et voilà, on le gave de ballon et là, ça marche bien. Est-ce que tu penses que l'utilisation de Victor est encore un petit peu en friche? Est-ce que tu penses aussi que Greg Popovich cherche encore un peu comment faire jouer le joueur? Oui, bah, clairement. De toute façon, il le dit, c'est une expérience. Il apprend à chaque match, donc ça va se passer progressivement, step by step, comme le disaient les New Kids on the Block. Tout à fait. Voilà. La référence, on en a une par émission. C'est uniquement pour les mélomanes. Tout à fait. Et donc, voilà, ça va se faire progressivement. Et qui n'a pas raté son premier match au Garden? Dirk Nowitzki, par exemple, a raté son premier match au Garden. Donc, pour revenir au match d'hier soir, ça arrive même au meilleur. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Encore une fois, c'est vrai que le rythme va peut-être être compliqué. Le fait qu'il ne soit pas si bien entouré que ça aussi. Oui. Mais il a déjà choqué beaucoup de monde. Il a fait des actions d'extraterrestres, comme il le dit. C'est les gens qui disent ça de lui, quoi. Et à chaque match, il y a un adversaire qui est estomaqué par ce qu'il a vu. Enfin, je veux dire... Oji Anunoby d'ailleurs, qu'il a croisé notamment, du côté des Warriors dans ce match en qu'il a des contres, enfin il est dans le top 5 régulièrement pour des actions d'éclat comme ce contre sur Anunoby, et certains n'en reviennent pas, comme Jalen Brunson hier soir, il le voit déjà comme un très grand joueur. Alors justement, très grand joueur qui peut faire le All-Star Game dès cette année ou pas? Non. Clairement, quand oui. on prend la dimension un peu marketing aussi, les fans votent, etc. Oui, clairement. Sur ce qu'il montre là, moi je pense qu'effectivement il risque d'y avoir plus de problèmes d'usure dans la deuxième moitié de la saison, d'autant que je pense qu'il va plus pouvoir faire tout ce travail individuel qu'il faisait un peu de son côté en Betclic Elite, qui était très très soutenu. Là, il y a un moment, mécaniquement, c'est pas possible parce que il va rentrer, rejouer un match, reprendre l'avion dans la nuit. Enfin, les enchaînements sont parfois un peu violents. Faire le All-Star Game, oui, clairement, il n'y a pas de. Et s'inviter dans la course des meilleurs défenseurs de l'année? Non, là, c'est quand même... Aussi, mais je pense pas qu'il l'aura. Okay. Mais il fera partie de la discussion. Voilà. Il aura des votes. Il peut être dans la deuxième équipe. La deuxième équipe des meilleurs défenseurs. Ok. Parce qu'objectivement, au-delà des stats, il gêne un nombre de shoots qui est absolument invraisemblable en fait. 2m44 d'envergure. C'est ce que disait Zach Lowe sur ESPN. On va devoir inventer une nouvelle statistique des joueurs qui renoncent à prendre un shoot à cause de lui en fait. Ouais. Et c'est ça qui se passe en fait. Même Paul George en parlait dans son podcast où il dit je prends un shoot, j'ai l'impression que je suis ouvert, il est dans le corner, mais en fait, d'un seul coup, je me réveille et il a sa main devant moi, et là, je dis, c'est pas possible. On a l'image, regardez l'image. Donc, en fait, il gêne les shoots de partout, et on n'a jamais vu ça. Là, pour le coup, c'est peut-être le plus impressionnant. On n'a jamais vu un joueur en défense capable d'être partout en même temps. Et les têtes des adversaires sur le banc, incroyable. Allez, on enchaîne. De Wemby, on passe à un défenseur aussi référencé, puisque 3 fois meilleur défenseur de l'année quand même. Rudy Gobert est au programme de hype. Son début de saison est plutôt hype, on peut le dire aussi, même si on en parle peut-être un petit peu moins. Il répond présent. Il y avait pas mal de doutes concernant son association avec Karl Anthony Towns et puis toute cette dimension un peu offensive dans laquelle on avait peut-être un peu de mal à l'impliquer. Le Rudy Gobert, toujours vers toi, Sébastien. Qu'est-ce que tu penses de Rudy et de son acclimatation globale, même si ça fait une saison maintenant qu'il est du côté de Minnesota? L'impact défensif, il est indéniable. Il est au sommet de la ligue sur l'impact défensif, donc il joue son rôle là-dessus. C'est vrai que parfois on voit des highlights qui traînent, où on le montre, qui se prend un dunk, mais c'est parce que les joueurs avant n'ont pas trop bien défendu, donc lui c'est un peu le dernier rideau. Je pense qu'effectivement avec Karl Anthony Towns... Ça marche les deux? Moi je trouve pas trop, mais je trouve que c'est plutôt à cause de Karl Anthony Towns qu'à côté de Rudy Gobert, parce que quelque part, Rudy Gobert, on sait, on connaît ses forces, ses faiblesses, il va pas vouloir avoir un rôle différent de celui dans lequel il peut s'épanouir. Enfin, je veux dire, il y a assez peu de doutes sur ce que Rudy Gobert va donner dans un match de basket aujourd'hui. Karl Anthony Towns, on l'a jamais su. Est-ce que c'est un MVP? Est-ce que c'est le franchise player? Est-ce que c'est celui à qui on doit donner la balle on n'a jamais vraiment eu la réponse. Et quand on n'a jamais vraiment la réponse après quelques saisons, quelque part, du coup, on a la réponse. En fait, c'est non. Et donc oui, ça marche pas trop. Mais je crois vraiment pas que ce soit la faute de Rudy Gobert. Rudy est assez irréprochable. Rudy, justement. Pour moi, Rudy trouve sa place.
Et là, par contre, ouais, c'est Karl Anthony Towns qui est moins... on le sent, c'est plus poussif. Son début de saison est bien plus poussif. Mais Rudy Gobert, pour moi, là, il est en train de s'installer. On retrouve le bon Rudy qu'on aimait bien à Utah, quoi. Dans les systèmes. Là, on a vu hier 21 rebonds, 17 points. Ouais. Ce qui est intéressant avec Rudy, c'est que le match précédent, il faisait un 2 sur 12 au lancer. Là, il fait un 9 sur 12. Donc ça aussi fait qu'il s'améliore, on sent qu'il mentalement, il a envie d'avoir un impact dans cette équipe, il met tous les ingrédients nécessaires pour y arriver, et celui qui justement ne fait pas, pour le moment en tout cas, ne fait pas la même chose, c'est Karl Anthony Towns. Mais ouais, pour moi, Rudy, il est très très bien. Là. Aujourd'hui, c'est un très bel exemple ce qu'il montre. Et c'est le meilleur rebondeur pour l'instant de la Ligue. 13,6. Voilà, et c'est la meilleure défense également de la NBA, les Wolves. Donc je serais un peu moins sévère. 100 points, voilà. 101. Est-ce qu'il faut arrêter d'en attendre trop sur ses capacités offensives, à Rudy ? Oui, mais ça, de toute façon, on en attendra. Lui, il dit qu'il ne s'est jamais senti aussi fort. Donc après, il ne parle pas offensivement, il parle dans son jeu en général. Et après, ce n'est pas ce qu'on va lui demander. De toute façon, maintenant, il y a Anthony Edwards. On parlait de franchise player, mais le franchise player chez les Wolves, c'est Anthony Edwards. Là, il est monté en puissance. On l'a vu contre les Celtics en prolongation. Il éteint complètement Tatum. Il donne la victoire à Minnesota quasiment tout seul. Donc moi, je pense que cette équipe peut se trouver. Il y a le retour de Jaden McDaniels. Là, ils sont à 4 victoires d'affilée. Oui. Et il ne faut pas oublier, on en parlait encore tout à l'heure, qu'ils ont quand même enquiquiné les Nuggets. C'est eux qui les ont plus embêtés l'an dernier en play-off. Effectivement. Donc attention à ces Wolves. Les loups ont faim. Très bien. Merci beaucoup. On continue. Evan Fournier, est-ce que c'est inquiétant ? 0 match joué depuis le début de saison, la continuité de la saison dernière. Les JO arrivent à grands pas. On connaît Evan, le compétiteur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il a encore des cartes en main pour pouvoir justement convaincre son coach ? Le problème, c'est que je vois pas ce qu'il peut faire en fait. Lui, il fait le maximum. Clairement, il n'est pas dans les plans du coach. Le coach s'en cache pas. Enfin, il va pas rejouer. Enfin, à part kidnapper Thibodeau. Enfin, ouais, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un drame de blessure ou un drame de multiples défaites qui conduirait à un changement de coach pour que la question de le remettre dans la rotation se pose. Ouais. Là, les Knicks perdent un peu, même si ça s'est bien passé contre les Spurs. Le bilan est pour l'instant plutôt honnêtement, mitigé. c'est terrible parce qu'il aurait sa place ailleurs, sans problème. Il n'a pas arrêté de savoir jouer au basket. Là, il est dans le système où précisément un coach arrive et dit ça convient pas avec ce que je veux faire. Globalement, il peut mettre 50 points dans un match de pré-saison quand il joue, ça changera rien. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Honnêtement, c'est horrible. Je pense que c'est très dur à vivre. Ce qui est assez fort, c'est qu'il arrive quand même. Si on lui donne une minute de jeu, il va les faire au maximum. Et ça, c'est déjà assez unique parce qu'on a vu des joueurs complètement perdre pied dans ces conditions. Il reste très professionnel. Déclaration d'Evan, c'était le 5 novembre dernier, sur sa situation, comment il la vit. C'est au jour le jour, c'est vraiment ça, on ne peut pas se projeter aussi loin avec une telle mentalité, je ne peux pas penser à la trade deadline, c'est trop éloigné, ce n'est pas comme ça que je vis. Voilà, donc il reste focus sur son professionnalisme et les opportunités qu'il pourrait avoir. Quand il dit ça, il parle de... Parce que le 8 février prochain, c'est la deadline, justement, et après, il peut passer justement à agent libre. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il fait d'ici là ? C'est pour ça qu'il, dans sa déclaration, il dit qu'il ne peut pas voir aussi loin. Là, pour lui, il se concentre sur quotidiennement, au jour le jour, il se dit, il peut avoir un cumul de blessés, c'est 80 matchs joués. Il y a un rapport avec Thibodeau qui est assez compliqué là. Il y a une petite stat là qu'on peut vous lire. 2021, 80 matchs joués, 27 matchs en 2022-2023 et aujourd'hui 0. Et il a fêté les 1 an de sa dernière titularisation la semaine dernière. D'accord, les 1 an. Ça fait 1 an. Le problème, c'est qu'à la trade deadline, il peut très bien être transféré juste pour des questions salariales, de salary cap dans une autre équipe où il ne jouera pas non plus. Enfin, je veux dire ça. Voire être coupé après. Ouais, alors s'il est coupé, à la limite, il peut après signer chez un contender. À la limite, pour moi, c'est la meilleure option. Il est derrière, il a un buy-out, on s'en débarrasse et là, quelle équipe de top niveau n'aurait pas envie d'avoir quelqu'un de ce niveau-là pour sortir du banc c'est une question intéressante. On s'arrête encore sur le cas Evan Fournier. C'est vrai que les contrats, on peut soit aller au terme, soit être échangé, soit buy-out, c'est-à-dire être coupé et puis on nous donne négocier un départ. Pourquoi les Knicks ne lui proposent pas ça ? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de tes déclarations, ton attitude ?
on te le fait entre guillemets un peu payer en te faisant asseoir, en te donnant pas Non, mais l'opportunité. c'est une question de business. En fait, s'ils font un buy-out maintenant, bon bah déjà, ils vont lui payer une grande partie de son salaire, il va partir. Et les Knicks vont rien gagner en échange. Là, il n'a pas vraiment de valeur maintenant parce que il joue pas, donc c'est difficile de se dire tiens, on a à tout prix besoin d'Evan Fournier. Mais à la trade deadline, d'un seul coup, son salaire devient intéressant entre des équipes qui veulent libérer de la masse salariale, etc. Et là, il y a des mécaniques purement financières qui entrent en jeu. Et là, d'un seul coup, il redevient intéressant pour quelqu'un d'autre. Et tu ne redeviens pas intéressant en jouant en prouvant que tu as une valeur marchande. Bah ça, c'est l'autre technique. C'est effectivement, en général, quand on veut transférer un joueur, on essaie de le montrer. Donc, on essaie de, notamment dans les débuts de saison, surtout, on essaie de beaucoup faire jouer des joueurs que parfois qu'on a envie de trader. Mais là, clairement, c'est pas l'option parce que ça fait 1 an qu'il joue plus. Donc voilà. Okay. Donc lui, il a que à attendre effectivement des mécaniques purement financières avec un salary cap qui est quand même plus violent, avec le fameux mécanique de second apron qui met des pénalités financières plus importantes. Donc il y a quand même beaucoup d'équipes qui, suivant ce qui se passe dans la première moitié de la saison, vont devoir prendre des décisions purement financières au moment de la trade deadline. Et là, il peut se passer quelque chose de positif, mais aussi il peut se passer quelque chose de pas du tout positif qui change pas sa situation, et je pense que c'est ça qui est dur à vivre. Oui. S'il se disait à la trade deadline mon sort va s'arranger, mais pas forcément en fait. Ouais. Aucune visibilité sur le traitement d'Evan Fournier. Et c'est le seul joueur donc des 16 de l'effectif des Knicks à ne pas avoir joué la moindre minute. C'est quand même... Très dur mentalement. On dirait que c'est devenu le pire défenseur du monde. Donc, c'est Tariq Abdul-Wahad au Mavs. C'est vrai que ça ressemble un peu à cette situation, mise au placard quelque part. Ouais. Alors on continue avec les Français un petit peu en péril. Nicolas Batum, on le disait pareil en intro de cette émission, transféré des Clippers de Los Angeles à Philadelphie. Voilà, une décision qu'il a dû assumer et puis faire avec. On a vu un petit peu dans les médias quelques petites déclarations ici et là sur son état d'esprit, sur le fait que le fait d'être transféré comme ça et de ne pas avoir forcément pu prendre cette décision et faire en sorte que sa famille le suive peut poser problème aussi dans ces cas-là quand on est joueur NBA. Moi, je voudrais juste revenir un peu sur l'état d'esprit de Nicolas Batum qui avait aussi annoncé que ça pouvait être sa dernière saison NBA. Quand on est tradé comme ça, est-ce que c'est pas plus compliqué finalement d'aller dans un projet dans lequel on va pas pouvoir s'impliquer réellement, celui de Philadelphie? On pourrait le penser, mais là, il connaît bien Embiid. Ça aurait été bien qu'il soit coéquipier avant de France pour essayer de convaincre de rejoindre les Bleus. Mais bon. C'est sûr, ouais. Mais là, il a joué 2 matchs et on le sent comme un poisson dans l'eau déjà. Donc c'est que le début, mais il fait tout ce qui leur manquait quelque part, toutes ces petites choses qu'on voit pas forcément dans les stats. Nick Nurse est déjà fan de lui. Les supporters qui sont bouillants à Philly l'ont aussi adopté après 2 matchs. Mm-hmm. Donc il peut être la pièce manquante de cette équipe et on parle déjà d'une possible titularisation. Donc, motivé, impliqué, comme jamais. Ouais, c'est du Nico, le Nico qu'on connaît, mais là c'est vrai qu'il a très très bien débuté. Il a moins marqué hier soir, mais ses 2 premiers matchs c'est vraiment très positif. Ouais, on les a les 2 premiers matchs, ça s'affiche, il y a 17 points quand même pour 11 points. Et, voilà, 11 une points, très belle réussite à 3 points. Exactement pour un Nicolas Batum que l'on voit en plus évoluer sur le poste 3, un poste qu'il a occupé en début de carrière, que ce soit au Mans ou dans ses équipes NBA. L'implication justement quand on est tradé comme ça, est-ce qu'il vaut mieux tout de suite arriver et dire moi je suis un joueur pro, je joue, on peut quand même avoir quelques états d'âme qu'on pourrait comprendre. Ouais, après, je pense que c'est un grand professionnel. Je pense que c'est choquant parce qu'en plus, ça se fait très vite en NBA. Vous pouvez être, je sais pas, dans votre voiture. On a 1 milliard d'histoires de joueurs qui apprennent ça de manière invraisemblable, parfois à la télé. Donc ça, c'est un côté, effectivement, sa vie se trouve complètement chamboulée, sa vie personnelle. Alors, je sais que souvent, il y en a qui disent, ouais, ça va, c'est des millionnaires. En fait, on peut être millionnaire, mais la vie est chamboulée du jour au lendemain et c'est facile pour personne, en fait. Même quand on est millionnaire, ça reste des hommes qui ont une famille. Après, moi, je suis pas du tout surpris, j'étais pas du tout inquiet sur le fait qu'il est complètement plug and play. Batum, je pense qu'on peut le mettre dans n'importe quelle équipe de la ligue. Il rentre sur le terrain. Il y a eu quelques discussions, des rumeurs de retraite quand même. Ouais, mais parce qu'il y pensait déjà. Donc effectivement, je pense qu'au moment où il est transféré, il se dit est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a les JO, il va pas s'arrêter maintenant. Qui sait, les Sixers vont peut-être faire un run en play-off incroyable grâce à lui. Je veux dire, lui, son problème, c'est il peut pas avoir le rôle, il peut pas jouer 40 minutes par match, mais dans un rôle précis, limité, on voit l'impact positif qu'il peut avoir.
Et je vois pas pourquoi ça continuerait pas jusqu'à la fin de la saison. Et lui non plus d'ailleurs, hein, puisque sur les rumeurs de retraite, il a répondu une décla que je peux vous lire. Je n'envisage pas de prendre ma retraite, je ne sais pas d'où vienne cette information. Non, je suis heureux d'être là. Voilà, on va pas aller au bout, mais l'idée, vous la comprenez. Nicolas Batum est heureux d'être un Sixers de Philadelphie, et puis il sera pro jusqu'au bout. Avec les JO, on en a parlé en fin de saison. Oui, après, il ne faut pas oublier qu'il joue avec le MVP. Hein. Aussi. Tu veux pas être déçu de jouer avec et une équipe qui tourne bien, hein. Une équipe qui tourne plutôt bien. Elle tourne plutôt bien, donc non, et je pense qu'il peut avoir en plus un rôle bien plus important qu'il avait aux Clippers, où il était vraiment dans ce rôle player défensif, où là on le maintient dans le corner là comme ça, à attendre un ballon qui arrivera jamais. Au moins là, peut-être que justement aux Sixers, moi je pense qu'en tout cas il aura un rôle plus important, plus de ballons, plus de shoot à prendre, et là on le voit sur les 2 premiers matchs comme quoi. Team player. Nicolas il a peut-être shooté plus que sur les 2 ou 3 derniers matchs qu'il a fait avec les Clippers. Donc, Le 5 majeur, Tyrese Maxey, DeAnthony Melton, Tobias Harris, Robert Covington. Très fort, Tyrese Maxey cette saison. Très fort. Et Joel Embiid, donc le MVP en titre. Voilà. Et puis Nicolas Batum, peut-être une des premières rotations sur le poste d'ailier, voire d'ailier fort. Il a commencé en ailier, on verra. Il transitera peut-être entre 3-4. Nicolas Batum, en tout cas, on lui souhaite la meilleure saison possible et d'arriver le plus frais possible pour défendre les couleurs de la France à Paris cet été. Un homme était un Sixers et est devenu un Clipper maintenant. C'est James Harden et on en parle dans le débat de la semaine. Quatrième équipe pour James Harden, je crois que ça passe vite pour le joueur de 34 ans maintenant. Pour vous résumer un petit peu sa carrière, on vous a isolé quelques illustrations que l'on a trouvées sur Instagram, et ça nous vient de Jeff Loco Illustration. Si on peut on peut les montrer. Donc on part de Houston, donc l'équipe, la deuxième équipe d'ailleurs de James Harden, puisqu'il a commencé du côté d'OKC. Donc quand il est à Houston, il demande à être tradé pour arriver du côté de Brooklyn. Voilà, donc James Harden se laisse peut-être un petit peu aller. En tout cas, il insiste pour pouvoir partir et arriver à Brooklyn. Donc il arrive à Brooklyn. On va gagner le titre à Brooklyn, apparemment. Ils sont éliminés au 2e tour. On continue. Il demande donc à être tradé de Brooklyn pour arriver du côté de Philadelphie. Tradez-moi. Je vais jouer avec Daryl Morey pour traduire. Et on va gagner une bague. Du côté de Philadelphie, éliminé au 2e tour. Et donc là, il demande son trade de Philadelphie. Daryl Morey est un menteur. Je ne souhaite plus jouer pour lui. Daryl Morey, le GM de Philadelphie. Et il arrive du côté des Clippers. Et là, vont-ils être champions avec James Harden? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on peut faire confiance surtout à James Harden, puisque ça a l'air d'être pas très très clair dans sa tête. Est-il un joueur qui peut apporter quelque chose à cette équipe des Clippers? Apporter quelque chose, oui. Après, si je dois répondre à la question, là, pour moi, la question, elle est vite répondue. Peut-on avoir confiance en James Harden? Les illustrations ont déjà tout dit. Évidemment, non, on ne peut pas avoir confiance en James Harden. Ouais. Au-delà de je demande des trades sans arrêt, ce qui déjà... c'est un joker qu'un joueur peut faire une fois éventuellement. Je suis dans une mauvaise situation, je demande à être tradé. Mais lui, il demande à être tradé. On finit par le faire, il recommence alors qu'il a eu ce qu'il voulait en allant au Nets, après en allant à... Voilà, c'est plus possible. Ça, je pense que plus personne dans un front office ne fait confiance à James Harden. Déjà, c'est un miracle. À part les Clippers. aient eu envie de le faire venir. Mais les Clippers, ils sont un peu en mode, nous, c'est win now, il faut essayer de trouver un truc. Il y a James Harden sur le marché. De toute façon, on ne gagne pas depuis des années avec cette équipe. Ajoutons James Harden, on verra bien. Au moins, ça fera un peu d'entertainment de toute façon. Donc eux, ils étaient un peu en mode désespéré. Lui faire confiance, non. Et je pense que l'autre problème, c'est qu'il a quand même une histoire de jeu disparate dans les matchs clés en play-off, qui fait que si je suis dans un front office NBA, je me dis pas c'est l'arme absolue pour aller battre telle ou telle équipe à l'Ouest. Clairement, non. Et après, le fit aux Clippers, il y a un moment, il n'y a qu'un ballon, ça c'est un autre problème. On va en parler. Paul, James Harden, confiance ou pas? Confiance, oui et non. Je suis aussi très sceptique sur cette équipe, mais si on prend les joueurs individuellement, c'est quand même 4 sacrés joueurs. Encore une fois, il n'y a qu'un ballon, ils vont tous devoir faire des sacrifices. Après, ils sont tous originaires de la région de Los Angeles, les 4. C'est un peu ce que les Lakers avaient voulu faire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, ça.
Ouais, il y a des tentations. Mais alors, après, Distraction autour du basket. On sait que s'il y a des strip clubs, ça fait baisser les stats de James Harden. Hein, paraît-il. Mais c'est vrai que est-ce que Russell Westbrook va démarrer tous les matchs ? Là, ça a l'air d'être la tendance. Là, il a mis les 4 ensemble pour la deuxième fois consécutive. Ça n'a évidemment pas fonctionné parce que c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais j'ai peur que ça finisse par réussir, moi. Voilà, pour être tout à fait honnête. T'as peur que ça finisse par réussir. Voilà. Mais comment c'est possible ? Ben, je sais pas, un miracle. Un ballon, 5 joueurs. Alors on peut les citer, Russell Westbrook, meneur All-Star, et puis un mangeur de ballon quand même. Donc James Harden, on vient de le présenter, mangeur de ballon. Paul George, plutôt shooter, qui est peut-être celui qui peut peut-être le plus jouer sans ballon. Kawhi Leonard, joueur un peu qui aime bien aussi faire ses tirs avec la balle. Et puis Ivica Zubac qui fera le sale boulot. Est-ce que, à l'image d'un Chris Paul qu'on a présenté là, il y a quelques minutes dans l'émission, James Harden ne doit pas s'inspirer un peu de lui ? Step down, comme on dit, c'est-à-dire peut-être sortir du banc et puis d'être le joueur un peu providentiel. Est-ce que c'est pas ça l'idée ? Je pense que ça serait plus Westbrook qui sortirait du banc, à mon avis. Même si Ty Lue le met sur le banc tout de suite, il risque de le perdre, parce qu'on connaît l'ami. Donc c'est un véritable casse-tête. Hein, mais encore une fois, sur le long terme, alors, je ne dis pas qu'ils vont être champions, mais ça peut faire quelque chose d'intéressant. Alors sur comment on joue avec lui. Déjà, est-ce que il sort du banc parce que Westbrook quand même fait plutôt un bon retour à un bon niveau. Est-ce qu'on déclasse Westbrook ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il y a des égos à gérer. Donc ça, après, Ty Lue est assez bon pour ça. Ouais. Et après, oui, pour moi, les quatre peuvent pas jouer ensemble en même temps sur le terrain. Enfin, en 5 majeurs, c'est pas possible. Il faut trouver un système pour... 0-2 depuis son arrivée. Hein. Et c'est ça, voilà. Bon, après, voilà, Paul dit ça peut éventuellement... Il a peur que ça fonctionne un jour. Bon, ça, moi, j'ai peur que ça ne fonctionne jamais. Voilà, donc... remettre Russ en 6e homme, sortie du banc, pour moi, non. On voit l'énergie qu'il met dans les matchs, l'enthousiasme qu'il a, le sourire qu'il a retrouvé. C'est ça. Pendant des années, il l'a perdu avec son passage aux Lakers, etc. Enfin, là, je pense qu'il faut le laisser dans les bonnes conditions, le maintenir là dans le système dans lequel il est. Et par contre, proposer à James Harden de sortir du banc. Bon, apparemment, lui tout seul, c'est un système. Ton système, ça serait bien que tu le sortes du banc et que justement, avec le deuxième 5, tu montres justement le système que tu es capable de tu fais mention aux yeux de la NBA qu'on attend, que tu prétends être. Et justement, voilà, et on verra bien ce que ça peut donner. Les années passent pour James Harden. Effectivement, il s'est exprimé en conférence de presse sur la manière dont on pouvait le gérer. On vous laisse écouter tout ça, c'est assez savoureux. When I'm in a leash, I'm not just shooting the basketball every time. I meant like I think the game and I'm a creator on the court. You know what I mean? So if I got a voice to where I can, hey coach, I see this. You know what you think about this? Then it's like, oh, okay. Like somebody that trusts me, that believes in me, that understands me, that I'm just not I'm not a system player. I am a system. Bon, alors pour dédouaner un peu James Harden, la déclaration est un peu plus longue que ce qu'on vient de vous montrer forcément. On n'arrivera pas à le dédouaner. Mais le terme est assez fort, James Harden, et le système à lui tout seul, vous l'avez entendu, lu. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette déclaration qui semble être un petit peu hors du temps ? Sébastien, moi je veux bien que tu me répondes là-dessus. Et je t'alimente, quand on voit James Harden depuis 10 bonnes années maintenant, on sait que beaucoup de choses passent par lui. Donc est-ce que c'est pas aussi le meneur qui installe un petit peu les choses et qui incarne finalement la philosophie de jeu de son coach ? Est-ce que c'est pas ce qu'il voulait dire ? Oui, mais je crois pas. En fait, je veux dire, le système James Harden, il marchait quand à Houston, il pouvait prendre 50 shoots par match parce que c'était le système et qu'il prenait un nombre de 3 points invraisemblable. Et honnêtement, pour moi, cette équipe des Rockets, je la détestais. C'était vraiment le basket que je détestais le plus au monde. Mais c'est ce qui marchait pour James Harden et c'est ce qu'il voulait en quittant OKC. Je vois pas là parce qu'effectivement il peut pas jouer avec Kawhi Leonard et Paul George comme il jouait dans d'autres équipes. Donc c'est pour ça que la déclaration elle est complètement surallée, genre je vais dire au coach que je vois le jeu comme ça. Enfin il arrive, il explique que bon coach on va pas jouer comme ça, finalement j'ai décidé qu'il fallait plutôt jouer comme ça. Non en fait ça peut pas marcher. C'est pour ça qu'à un moment il y avait des rumeurs, il va peut-être retourner à Houston. Franchement ça aurait miné les Rockets je pense, mais bon à la limite il se serait fait plaisir, il aurait tourné à 40 points par match, très bien. Là je vois pas du tout
Pourtant, il est avec 2 joueurs, Kawhi Leonard et Paul George, 2 des joueurs les plus intelligents de la ligue, les plus à même de s'adapter, etc. Mais ça ira pas jusque-là, quoi. moi, je vois pas comment ça peut fonctionner du tout. Faut qu'il fasse des gros sacrifices. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Je crois pas, c'est ça le Dans problème. quelques semaines. Alors, deux premiers matchs, on le disait, hein, le 6 novembre et le 8 novembre, avec donc la tunique des Clippers, 17 points, 3 rebonds, 6 passes, 66% au tir. Première sortie plutôt correcte. La deuxième, c'est un petit peu moins bon, donc 12,8 rebonds, quoique. 5 passes, 44% au tir, 2 défaites à chaque fois. Brooklyn et New York sont des équipes pas forcément attendues dans le haut de tableau de la conférence Est. Je reviens sur ma question, moi. Est-ce qu'on est... je l'élargis même. Est-ce que on va revoir un James Harden aussi impactant que l'on a vu du côté de Houston, par exemple, ou est-ce qu'il faut qu'il devienne un autre joueur et en a-t-il les capacités, quoi? Ouais, mais c'est ce qu'on disait. Il faut vraiment qu'il change, pas complètement son jeu, mais enfin voilà, qu'il s'adapte. Il faut qu'ils fassent tous des sacrifices, les 4, et lui le premier. Et quand Tailou a évoqué justement la possibilité que Russ West et James Harden jouent ensemble, Ouais. et il a préconisé justement de laisser la balle encore à Russ West pour justement lui permettre de jouer les 1 contre 1 Comme il sait faire, quoi. qui est sa qualité première, et par contre de proposer à James Harden justement de jouer plus un jeu sans ballon, et comme on connaît, hein, suite aux pénétrations de West, libérer le ballon et lui permettre de jouer qu'on n'a jamais vu ses tirs à 3 points. Ce qu'on n'a jamais vu en 10 ans. Ah. Non, c'est tout le problème. Enfin, moi, je pense qu'à OKC, ils auraient pu tout casser à 3 si chacun avait accepté mieux son rôle. Là, je vois pas comment maintenant, d'un seul coup, pour moi, effectivement, c'est typiquement le genre de joueur, on en a vu à travers les années dans la Ligue, des joueurs qui vieillissent et qui n'arrivent pas justement à changer leur système de jeu. Or, tout le monde a changé son système de jeu. Même Jordan, il jouait pas de la même façon en fin de carrière qu'en début de carrière. Lui, il estime qu'il peut le faire, et je crois que c'est pas possible. Bon, on va suivre l'évolution de James Harden, de sa carrière et de son passage, on espère, victorieux du côté des Clippers de Los Angeles. Et puis on en rediscutera peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours ensemble. On va surtout discuter maintenant avec notre invité hype de la semaine, Sébastien Odieux. Sébastien, on est content de t'avoir avec nous. Journaliste Sport Plus, NBA Plus, quand les programmes existaient encore et les supports existaient encore, dans cette période où la NBA était un peu plus démocratisée dans les médias et surtout dans le côté un petit peu populaire de la chose, quand on parle bien sûr du petit écran. Tu as fait partie de cette aventure, tu as vu le produit arriver, tu as vu le produit se développer, tu as participé justement à cette phase de développement. Moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette période pour aussi expliquer un petit peu aux jeunes qui nous regardent comment était proposé le produit à l'époque. On a préparé l'émission en off, tu me disais que tous les matchs n'étaient pas forcément des matchs en direct, par exemple, et qu'on avait aussi cette opportunité des fois de voir des beaux produits comme de voir des matchs un petit peu moins beaux. Raconte-nous un peu cette période. On va s'arrêter aux années 90. On sait que c'est arrivé en 84, je crois, avec Georges Eddy déjà. Je pense que le premier match il est en 85, sur Canal. Bon, là j'y étais pas, j'étais encore un peu jeune, mais effectivement pendant longtemps les matchs NBA, et moi le premier sur Canal+, c'était des matchs qui arrivaient par cassette, et Canal+ sélectionnait les matchs après que le match ait été joué, et donc on avait l'impression qu'il y avait que des matchs de dingue en NBA, on voyait en plus tout le temps Jordan, c'était que des matchs serrés, on se disait mais la NBA c'est complètement dingue. Et puis fin des années 90, Canal commence à mettre un créneau en direct. Il y a toujours à l'époque un créneau qui va du samedi au mercredi, qui évolue, mais il y a toujours un créneau en différé avec un match remonté en version courte. Et à l'époque, il y a le début, d'abord le mardi, puis le vendredi, des matchs en direct. Lorsque c'était le mardi, en plus, c'était même pas des gros créneaux, mais je pense que c'est ce qui convenait à l'époque en termes de calendrier, de grille pour Canal. Là, on commence à découvrir, moi le premier, à l'époque, je me lève le mardi dans la nuit, on regarde les matchs et on se dit, waouh, il y a quand même des matchs, c'est pas terrible. Et c'était le premier truc où on se dit, ouais, en fait, il n'y a pas que des gros matchs, ils jouent 82 matchs, il y a des matchs qu'on s'est pliés à la mi-temps, tout le monde s'en moque, on ouvre le banc, les gens partent. Enfin voilà, c'est des matchs qu'on ne voyait pas avant. Mais effectivement, au moment où on crée NBA+, début 2000, c'est le moment où LeBron arrive, on a de la chance. Oui. Mais là, on va faire un step supplémentaire. C'est la première fois que d'un seul coup, il y a un match en direct tous les jours.
Et pour des raisons de contrat télé, à l'époque, NBA+, laissait l'exclusivité de certains matchs, parce que c'était un produit qui était fourni clé en main par la NBA. Et donc à l'époque, si en Allemagne, ils avaient sélectionné les Mavericks pour voir Nowitzki, que Canal+ avait pris les Spurs pour voir Parker, du coup, NBA+, à chaque fois, on descendait d'un cran. Et en général, c'était quand même le bas du panier en termes d'affiches. Ouais. C'était super pour les geeks de la NBA comme moi qui étaient contents de voir les Kings, enfin toutes les équipes de second niveau. Mais ça a complètement, je pense, changé un peu la dynamique que les fans pouvaient avoir vis-à-vis de la NBA, parce qu'en fait c'est ça la force de la NBA, c'est un truc qui se vit pour moi au quotidien. Il y a des matchs tous les jours, on suit ça tous les jours, on est passé d'un rythme un peu hebdomadaire où d'un seul coup on avait un rythme quotidien. Et on vivait au rythme de la NBA. Il fallait pas dormir la nuit, ce qui était mon cas à l'époque, mais voilà, c'est pour ça que j'ai été content de vivre ça, parce qu'en fait, il y a quand même un gros changement. Après, Bein a porté ça d'une manière encore plus formidable, mais c'était déjà un premier déclic pour le marché français. On a retrouvé une petite archive de ce que pouvait être la NBA, en tout cas dans sa présentation, quand les programmes télévisés se lançaient. On vous montre ça, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Donc NBA en NBC, hein, c'est pas Sport Plus, mais ça nous rappelle quand même quelques souvenirs. J'en ai des frissons, moi. Sur le traitement justement du basket, restons dans les début des années 2000. La chaîne Sport Plus se lance avec NBA+. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le traitement justement de la NBA a encore pris de l'ampleur, un peu plus d'ampleur avec les carrières de Tony Parker dans les médias, Wemby qui arrive? Est-ce que tu crois que aujourd'hui les médias misent encore un peu plus qu'il y a 20 ans, ou un peu plus, sur la NBA maintenant? Ah oui, pour moi, c'est indiscutable. D'ailleurs, il suffit de voir que finalement, la Wembymania, elle a commencé quand il a été joué aux États-Unis, finalement, parce qu'avant, tout le monde s'en moquait. Il jouait déjà dans le championnat de France, on pouvait aller le voir. Et d'un seul coup, il a joué 2 matchs à Las Vegas et on ne pouvait plus aller à Levallois voir un match. C'était plus possible. Il fallait être devant son ordinateur à l'heure où les places étaient mises en vente. Et ça, c'est la puissance marketing de la NBA et la puissance médiatique de la NBA qui a fait ça. Donc, ça n'a plus rien à voir. Moi, je le disais en off avant, moi, quand j'ai découvert le basket, j'ai d'abord découvert le basket français parce qu'à l'époque, il y avait un match par semaine ou quasiment sur FR3 avec le championnat de France. On voyait Limoges, Pau, voilà. Et moi, j'ai d'abord connu Dacoury, Valérie Demory, Ostrovski et tous ces joueurs-là avant de connaître Magic, Jordan, Bird, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui découvre le basket, il va d'abord découvrir les stars de la NBA avant de découvrir qu'il y a la Betclic Elite, qui est aussi un très beau championnat à suivre, voilà, et l'Euroleague également au passage. Donc voilà, c'est une dynamique complètement différente. La NBA a gagné. Avec son savoir-faire, et notamment ce qu'ils ont, puisque ça a été mon activité, y compris à Canal, notamment en misant sur le digital, notamment quand YouTube se crée à l'époque, toutes les ligues du monde se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, on nous pirate nos images, vite, envoyons nos avocats ». Et la NBA dit « Non, on va pas faire ça », et pourtant il n'y a que des avocats à la NBA. On utilisera la plateforme pour... On s'en moque, faites des mixtapes sur Jordan, allez-y, on s'en moque, ça va faire grandir notre produit. Et je le sais parce que je connais quand même pas mal de monde à la NBA, je sais qu'à l'époque, les discussions étaient tendues parce que tous ceux qui vendaient les droits NBA disaient « Attendez, vous êtes cinglés, vous avez laissé les gens mettre des images comme ça alors que nous on essaie de vendre les droits, mais c'est pas possible ». Et en fait, ils ont eu raison, et notamment celui qui a beaucoup eu la vision de ça, c'est Adam Silver, quand il n'était pas encore totalement aux commandes, mais qu'il était déjà dans l'organisation. Lui, il avait cette vision de « on s'en fout, laissons faire, l'important c'est que tout le monde voit des images de NBA ». Et aujourd'hui, des images de NBA, il y en a partout, tous les clubs en poste, la NBA en poste, les médias en poste. Oui, sur multiplateformes, que ce soit sur les smartphones ou quoi, on est abreuvé de NBA, ça devient un vrai produit populaire. L'avenir justement de la NBA est, à mon avis, bien gardé quand on voit justement Wemby et les stars actuelles et le travail fait par les médias, on est bien d'accord.
Ouais, je pense que pour le coup, je vais pas être dans la catégorie de ceux qui regrettent toujours le basket c'était mieux avant, les années 90. Non, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, un match de saison régulière de base, il est de meilleure qualité aujourd'hui. Il y a de moins mauvais matchs en saison régulière. Ça a parfois peut-être un peu nuit à une certaine intensité en play-off, mais je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Enfin, je trouve que les play-offs de l'année dernière, par exemple, de la saison dernière, étaient absolument exceptionnels. Donc je vais surtout pas rentrer là-dedans. Je pense qu'ils ont tout fait pour justement contrer ce que les analytics poussent les joueurs à faire. On se dit, tiens, à un moment, la NBA, saison 93-94, après que Jordan prenne sa retraite, par exemple, il y a les Cavs de Mike Fratello qui jouent un basket hyper défensif digne de Malkovich en Europe. Et c'est monstrueux. Il y a les Hawks d'Atlanta qui jouent un basket assez similaire, très lent. Et la NBA s'adapte, dit non, on peut pas, c'est un mauvais produit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On accélère le jeu, on donne plus d'avantages d'attaquants. Ils ont même rapproché la ligne à 3 points. Après, ils se sont dit non, c'est une erreur, on la remet. Enfin voilà, ils essaient d'ajuster en permanence pour qu'ils proposent un basket attractif. Et honnêtement, ça marche. Oui, on peut toujours se dire, moi j'ai été un grand fan des Pistons de 2004-2005, je trouvais que le jeu était merveilleux. J'ai commenté toute cette épopée en play-off jusqu'à la finale. pour moi, le duel Richard contre les Hamilton, Pacers, Rip Hamilton, c'est un joueur magnifique. Voilà, bon. Pour autant, je pense que si vous montrez à des gamins aujourd'hui le basket c'était pas forcément la référence des spectaculaire. Donc non, je pense qu'ils font tout bien. Et après, en termes de business, il y a effectivement des gros enjeux là qui vont arriver parce qu'ils vont renégocier le contrat télé aux États-Unis. On sait on a appris qu'il y avait une clause dans tous les contrats à l'international pour dire si on a un contrat télé global, enfin si on a un contrat média global avec un Apple par exemple, on peut rompre tous nos contrats à l'international et leur donner l'intégralité des droits. Donc là, effectivement, il y a des enjeux très importants pour la manière dont tout le monde va consommer la NBA dans les années qui viennent. Ça va se passer dans les 12-18 prochains mois. Et je suis impatient de voir comment ça va se passer parce qu'effectivement, ils vont sortir d'un modèle de la télé payante classique, notamment aux États-Unis où l'essentiel des matchs sont quand même sur le câble, à un modèle. Et eux, ils ont compris qu'il faut qu'ils changent de modèle. Plateforme, pay-per-view par exemple. Voilà, donc, et après, ils ont été aussi dans les premiers à lancer le NBA League Pass, bien avant que tout le monde pense à faire ce qu'on appelle le direct-to-consumer. Donc, honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Je pense que business de la NBA, effectivement. C'est la ligue la mieux placée dans les sports collectifs pour dominer la planète dans les années qui viennent, d'assez loin, je pense. La NBA, justement, elle a sa dimension business passionnante. Merci beaucoup, Sébastien Houdoux, d'avoir été Hype, notre invité Hype Avec cette plaisir. semaine. On suivra bien sûr l'actualité du basket ensemble. Merci à Paul, merci à Rudy et merci à la communauté Hype de nous avoir suivis. On se retrouve cette fois-ci la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.